Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse, et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardini. Présent. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Diane Bidouillet. Monsieur Warren Laroué. Présent. Madame Françoise Suvet. Monsieur Marc Zizel. Présent. Madame Pascale Servant. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Janine Bajon. Madame Vaïmoé Albanaise. Madame Isabelle Lafleur est absente, me donne procuration. Monsieur Nicolas Brignone va avoir un petit peu de retard. Madame Cindy Pralon est absente, donne procuration à Madame Chardini. Monsieur Philippe Blaise. Madame Naya Ouattéou. Monsieur Luc Brun absent, donne procuration à Monsieur Deric. Madame Valérie Larocque est absente, donne procuration à Monsieur Zézel. Monsieur Delesser est absent, donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Charlotte Ayaoué est absente. Madame Stéphanie Païman. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi. Madame Touy Le Gonin O'Connor. Monsieur Marc Le Lézour. Madame Anne-Christine Chimanti est absente et donne procuration à Madame Bouillet. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain. Monsieur Philippe Alaï est absent. Monsieur Patrick Sakoumouri est absent. Donne procuration à Monsieur Fong. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Daniel Linsberger. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Jérémy Catidjo-Monnier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Laurie Oumouni. Madame Velma Falaeo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Melté-Salé. Madame Christine Le Saint est absente, donne procuration à Madame Bajon. Madame Davina Fawa. Monsieur Bernard Lavandier. Madame Jeanne Paula Bauer est absente. Bien, le quorum est atteint, donc nous allons pouvoir tenir cette séance. Madame Kimberley Baroni est désignée secrétaire de séance. Et mesdames et messieurs, je vais vous proposer de respecter une minute de silence en hommage à notre ancien collègue Marc Cagnancas, qui s'est éteint le 6 janvier à l'âge de 80 ans. Marc était connu pour son parcours sportif. Il aura marqué l'histoire du football calédonien par son talent et son parcours. Il a débuté sa carrière de footballeur à Nouméa avant de poursuivre en métropole, où il rejoindra notamment le club corse d'Ajaccio, puis de Bastia. Et pendant sa carrière, il connaîtra une finale de Coupe de France et la ferveur des Jeux Olympiques avec la sélection française au Mexique en 1968. Il s'est ensuite engagé politiquement en devenant d'abord conseiller municipal de la ville de Nouméa de 89 à 95, puis adjoint au maire, notamment en charge des sports, et il a aussi été élu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pendant la mandature de 2004 à 2009. Donc, nous allons respecter une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc nous allons maintenant procéder à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour, et en commençant par l'approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 22 décembre. Vous l'avez lu, j'imagine, donc j'engage les discussions générales concernant ce procès-verbal. Est-ce que vous avez des observations, des oppositions ? Il n'y en a pas. Très bien. Il est donc approuvé.
Et nous allons poursuivre avec la commission consultative des services publics locaux qui s'est tenue le 16 novembre 2022. Et comme l'an passé, hein, compte tenu de l'importance des échanges qui ont eu lieu en commission et de la transmission de l'ensemble des documents, je vous propose de ne pas donner le compte-rendu, donner lecture du compte-rendu de la commission. Nous en avons 4 comme ça. Et donc, nous allons prendre la première note, qui est la 2022-175. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau pour l'exercice 2021. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation ? Pas d'opposition non plus. Le conseil municipal prend acte ou a pris acte de ce rapport. Nous allons passer maintenant à la note explicative de synthèse 2022-176. Elle est relative cette fois, toujours dans la CCSPL, à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice 2021. Dans la discussion générale, des observations ? Non. Des oppositions ? Non plus. Le conseil municipal a pris acte de ce rapport. Nous passons maintenant à la note 2022-177. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public des services funéraires pour l'exercice 2021. Y a-t-il des observations ? Pas d'observations, des oppositions non plus. Le conseil municipal prend acte de ce rapport. Alors, je vous propose de prendre la commission maintenant consultative des services publics locaux. Et comme tout précédemment, eh bien, de ne pas donner lecture du compte-rendu de cette commission. Et nous allons prendre la note 2022-178. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2021. Y a-t-il des observations ? Pas d'observations, des oppositions. Le conseil municipal a pris acte. Nous passons maintenant à la 179. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de la distribution d'énergie électrique pour l'exercice 2021. Y a-t-il des observations ? Pas d'observations, des oppositions non plus. Le conseil municipal a pris acte de ce rapport. Bien, nous allons poursuivre avec la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable, qui s'est tenue le 18 janvier dernier. Et l'unique dossier de cette commission concerne la note explicative de synthèse 2023-01. Elle est relative à l'adoption du projet de modification numéro 1 du plan d'urbanisme directeur et habilitation du maire à proposer son approbation à l'Assemblée de la province Sud. Et je vais passer la parole à M. Zézel pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci Madame le maire. Au regard des besoins liés au projet de développement du territoire, le conseil municipal a engagé une modification. Le conseil municipal a engagé une modification numéro 1 du plan d'urbanisme directeur de la ville, PUD, le 1er septembre 2021, afin de tenir compte des observations formulées par le public au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 mars au 11 avril 2022 et de l'avis du commissaire enquêteur. Le projet a été ajusté. Ces ajustements visent à, premièrement, limiter le développement des ombrières photovoltaïques aux seules surfaces liées à l'activité commerciale ou industrielle, maintenir le zonage UB2P au Faubourg Blanchot afin de préserver le patrimoine existant tout en autorisant les commerces sur les axes fréquentés, conserver le caractère touristique de la baie de Lance-Bata en privilégiant le maintien de la zone UT1 et en renforçant la végétalisation, apporter un ajustement mineur sur la parcelle numéro 34 située le long de la rue Koenig au 7e kilomètre afin de la reclasser en zone UA2 en adéquation avec la parcelle limitrophe constituant la même unité foncière. Il est proposé au conseil municipal d'adopter ce projet de modification du PUD et d'habiliter le maire ou son représentant à proposer son approbation à la prochaine séance de l'Assemblée de la province Sud. Après lecture de la note explicative de synthèse et présentation du document annexé au présent rapport, les travaux ont amené les échanges suivants. Madame le maire souligne que ce projet tient compte des observations du commissaire enquêteur. Concernant Lance-Bata, Madame le maire rappelle que le changement de zonage UT1 en UB1T, proposé initialement par la ville en 2021 dans un contexte de crise sanitaire,
tenait compte de l'émergence de projets importants représentant plusieurs milliards de francs de CFP, tandis que les entreprises du BTP connaissaient une situation difficile, les obligeant parfois à réduire leur personnel. Par ailleurs, il fait observer que le zonage UB1T permet aux promoteurs de réaliser des constructions hôtelières tout en choisissant la proportion hôtel-logement la plus adaptée, en maintenant le zonage UT1, imposant de construire 50% d'hôtels minimum et 50% de logements maximum. La vocation touristique de la baie inscrite depuis 1990 dans les documents d'urbanisme est conservée. Enfin, s'agissant du terrain situé en contrebas de la Cocoterelle, explique que le zonage UT1 est proposé sur l'intégralité de l'entité foncière dans un souci d'homogénéité. Concernant le Faubourg Blanchot, Madame le maire rappelle que l'objectif initial d'un changement de zonage de UB2P en UB1P était de permettre aux propriétaires d'exercer une activité de service dans des maisons de caractère colonial ou non, généralement bien entretenues. Le projet répondait en effet à un souci d'harmonisation et d'équité entre les propriétaires actuels ayant développé une activité de service le long des axes passants, architectes, salles de danse, garderies, etc., sans autorisation préalable, et les futurs porteurs de projets. Actuellement, en zone UB2P, la superficie maximale de 100 m² consacrée à l'activité professionnelle ne permet pas à des cabinets médicaux, par exemple, d'envisager leur installation. La ville propose de conserver le zonage en vigueur UB2P, mais de l'accompagner d'une règle particulière autorisant les commerces et les bureaux uniquement le long des axes identifiés conformément aux propositions du commissaire enquêteur. En conclusion, à l'issue de l'enquête publique et afin de tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur, le zonage UT1 est maintenu sur l'Anse-Bataille, l'implantation de commerces et services dans des zones déjà concernées au Faubourg Blanchot est facilitée sans porter atteinte au patrimoine. Elle informe les conseillers que cette proposition de modification du PUD sera examinée par le comité d'aménagement et d'urbanisme de la province Sud le 24 janvier 2023 et soumise à l'approbation de l'Assemblée de la province Sud le 16 février 2023. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Gisèle. Dans la discussion générale sur cette modification, y a-t-il des observations? Monsieur Catidjo-Monnier. Merci, nous aurons simplement une explication de vote tout à l'heure. Avant que vous ne fassiez votre explication de vote, y a-t-il des observations? Pas d'observations? Donc allez-y, Monsieur Catidjo-Monnier. Merci, Madame le maire. Tout ça pour ça. C'est vraiment dommage que la démocratie au sein de notre conseil n'ait pas été réellement entendue. Nous aurions gagné une année. Toutes les dispositions relevées par l'enquêtrice publique, nous en avions discuté en commission en décembre 2021. Il aura fallu un passage en force, puis une enquête publique, une première enquête publique annulée, une deuxième enquête publique, 2 pétitions, des milliers de signatures, pour en revenir aux dispositions sur le Faubourg Blanchot, c'est-à-dire à maintenir le zonage afin d'éviter des immeubles en plein milieu des quartiers anciens. Et pour l'Anse-Bataille, le maintien de l'activité touristique afin de se préparer, de ne pas hypothéquer l'avenir avec le retour des touristes qui reviennent à Nouméa. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que nos efforts aboutissent avec cette modification du PUD qui intègre toutes les modifications que nous avions demandées. Donc nous voterons pour cette modification numéro 1 du plan d'urbanisme. Merci. Madame Davina Fawa. Merci Madame le maire. Moi aussi également, j'aurai un vote et une explication de vote. Pour notre part, alors déjà tout d'abord, meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année. Et pour cette délibération, ce projet de modification du PID soumis à notre approbation prend en compte les observations recueillies pendant les enquêtes publiques et l'avis du commissaire enquêteur. En cela, nous tenons à remercier les services de la ville pour le travail d'analyse des observations formulées. Ce projet de modification du PID semble donc convenable car il répondrait aux exigences de la population. Malheureusement, nous savons que ce n'est qu'une partie seulement des Nouméennes et des Nouméens qui répondent à ces enquêtes publiques. Nous pouvons donc en déduire, à ce titre, que certains quartiers verront leurs attentes moins considérées puisque non clairement identifiées. Ainsi, Madame le maire, nous nous abstiendrons pour cette délibération. Merci.
Y a-t-il d'autres explications de vote? Pas d'autres explications de vote? Donc en dehors de l'abstention, de l'éveil océanien, je vais mettre au vote cette modification. À main levée, qui est pour? Très bien, je vous remercie. La délibération est adoptée. Donc nous allons maintenant passer à la commission... à la note explicative de synthèse 2023-02. Elle est relative au débat sur les orientations budgétaires 2023. Conformément à l'article L212-1 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie, un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif de l'exercice à venir, et celui-ci a pour objectif d'annoncer les orientations générales du prochain budget. Il s'agit donc d'engager ce débat d'orientation budgétaire préalablement à l'examen du budget par la Commission du budget et des finances, qui se tiendra le 9 février prochain, et en conseil municipal pour le vote du budget le 23 février. Dans la présente note explicative de synthèse, il sera fait un rappel du contexte économique et financier local, un exposé de la situation financière de la ville et une projection des tendances budgétaires à venir. Un diaporama représentant les informations principales du rapport va être projeté, et je vais passer la parole à M. Patrick Guyon pour nous en faire la présentation avant d'engager le débat. M. Guyon, vous avez la parole. Merci Madame le maire. Chers collègues, les perspectives pour l'année 2022 se présentaient initialement comme celles d'une poursuite de sortie de la crise sanitaire. Mais le conflit russo-ukrainien a généré de nouvelles conséquences sur le plan international, en complément des tensions inflationnistes apparues fin 2021. On constate à l'écran que sur l'année 2022, l'indice général des prix à la consommation des ménages a augmenté de 4,9%. Ce niveau d'inflation élevé s'explique par la hausse des prix de l'alimentation de 10,9% et de l'énergie à 11,3%, malgré une tendance baissière depuis septembre. Sur la même période, le prix des services progresse plus modestement de 2,4%, tandis que ceux des produits manufacturés se stabilisent. Concernant le secteur du nickel, les cours du nickel au LME ont connu en début d'année 2022 un épisode de hausse fulgurante associé à la demande post-pandémie. Cette hausse spéculative a provoqué une déconnexion durable entre le cours du nickel au LME et les prix du marché réel concernant les produits exportés de Nouvelle-Calédonie, le ferronickel et le minerai de nickel. Malheureusement, la fiscalité intéressante qui aurait pu être générée pour les collectivités ne sera pas réalisée, car les producteurs calédoniens n'ayant pu atteindre leurs objectifs de production en raison de différentes contraintes, dont intempéries, problèmes sociaux, problèmes techniques ou coût de l'énergie. Sur la suite du contexte économique et financier, dans le secteur du BTP, l'activité se contracte et subit l'envolée des prix des matériaux de construction. L'index BT21 a augmenté de 7,9% sur un an. Ce niveau d'inflation élevé s'explique par la hausse des prix du gasoil, plus 40,3% sur l'année, du rond à béton en acier, plus 49%, et du bois de coffrage, plus 21,1%. Les difficultés d'approvisionnement persistent, engendrant parfois des risques de pénurie. Enfin, concernant l'activité touristique, les perspectives sont bonnes. Le trafic aérien interne a retrouvé un niveau proche de celui d'avant-pandémie. Avec la reprise des croisières, nous constatons 42% d'augmentation de touristes et 62% des entreprises du secteur prévoient une hausse de leurs activités au prochain trimestre ainsi qu'une hausse de leurs effectifs selon les dernières enquêtes. De manière générale, les effets de l'inflation pèsent sur les entreprises avec des tensions persistantes sur la trésorerie ainsi que sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Toutefois, l'enquête de l'ISEE sur l'indicateur du climat des affaires enregistre plusieurs signaux encourageants en faveur d'une hausse modérée de l'activité économique pour le trimestre à venir. On observe donc une meilleure résilience de l'économie calédonienne. Depuis la fin de l'année 2021,
grâce notamment aux nombreuses mesures d'aide et de soutien déployées par l'État dans le cadre de la crise sanitaire. En revanche, dans une situation de déficit persistant des comptes sociaux, le niveau d'endettement de la Nouvelle-Calédonie s'est aggravé, avec un recours massif à l'emprunt pour faire face à ces engagements. Concernant la situation financière de la ville, elle est préservée. Nous allons d'abord examiner l'évolution des recettes de fonctionnement. Dans un environnement budgétaire contraint et incertain, la ville a donc poursuivi sa gestion prudentielle pour établir une épargne permettant de contribuer à l'autofinancement du programme d'investissement et au remboursement de la dette. Concernant les recettes de fonctionnement à l'écran, en 2022, on constate un rebond qui provient de la fiscalité tirée par l'inflation dont nous en avons parlé auparavant, plus 346 millions, et des recettes propres, plus 1,3 milliard, tandis que les dotations apparaissent en léger recul par rapport à 2021, moins 227 millions. Ceci est lié au Fonds intercommunal de péréquation, le FIP, le premier effet étant une baisse de l'assiette de répartition du FIP, et le deuxième effet étant la non-reconduction du produit exceptionnel perçu en 2021 suite au contentieux engagé par les communes sur le FIP. En ce qui concerne les évolutions des dépenses de fonctionnement, la ville a maintenu sa stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement. On constate ainsi que les charges de personnel sont contenues depuis 2016, malgré l'intégration de l'effet du glissement vieillesse-technicité, GVT, ainsi que les réformes récemment actées par le gouvernement sur le nouveau statut des agents contractuels de droit public et le relèvement des taux de contribution employeurs et de cotisation salariale à la caisse locale des retraites. Les dépenses de gestion sont stables par rapport à 2021, hors dégrèvement comptabilisé sur l'exercice 2022 à hauteur de 343 millions. Quant aux subventions et aux contributions, la ville en a optimisé le fonctionnement pour maintenir leur niveau malgré un environnement budgétaire tendu. En matière de subventions, la ville a renforcé son soutien au CCAS à hauteur de 30 millions de francs, ainsi qu'au secteur scolaire, plus 25 millions, et au centre de loisirs qui était impacté par la crise Covid en 2021, plus 23 millions. En ce qui concerne les contributions, la contribution au syndicat mixte des transports urbains, le SMTU, a évolué de 44 millions, tandis que celle au syndicat intercommunal du Grand Nouméa, le SIGN, a diminué de 24 millions. Quant à l'aquarium des Lagons, il a bénéficié d'une contribution complémentaire de 14 millions de francs à titre d'avance de trésorerie exceptionnelle. Le résultat de ces deux éléments indique une épargne qui se rétablit. Les efforts de gestion de la collectivité permettront de dégager le niveau d'épargne à 16,6% pour 2022, soit un niveau d'épargne supérieur au plancher de 15% de recettes recommandées par les organismes financiers. Il permet de contribuer aisément à l'autofinancement du programme d'investissement et au remboursement de la dette. Le programme d'investissement de la ville a fortement été impacté en 2019 suite à la baisse des dotations du FIP, ainsi qu'en 2020 et en 2021 dû à la crise Covid. On constate un redémarrage des dépenses d'investissement à partir de 2021, en ligne avec la volonté de l'exécutif d'investir au profit des Nouméens et des entreprises calédoniennes. La commande publique s'est établie à 4,5 milliards de francs pacifiques pour 2022, dans le cadre d'une stratégie réaliste d'investissement. Sur le graphique, vous voyez que sur la période 2016 à 2022, la ville a investi plus de 37,5 milliards de francs CFP pour son développement, pour l'amélioration du cadre de vie des administrés et pour le soutien à l'économie locale, ainsi que pour son développement économique à long terme. Le financement de ce programme d'investissement au cours de cette même période s'est opéré en moyenne par l'épargne nette à hauteur de 47%, des emprunts à hauteur de 36% et des subventions d'investissement pour 17%. À l'écran, vous voyez l'évolution du profil de financement du programme d'investissement de la ville qui, aujourd'hui,
stabilise la contribution de l'épargne nette en soutien de l'emprunt. Fin 2022, l'encours de la dette de la ville s'est élevé à 14 milliards de francs CFP, ce qui nous mène à un taux d'endettement de 68%, contre 69% en 2021, bien en deçà de la limite maximale de 150% préconisée par les organismes financiers. La capacité de désendettement reste satisfaisante avec 4,1 années contre 4,6 en 2021 pour garantir le remboursement intégral du stock de la dette en y consacrant toute l'épargne disponible. Ceci est en dessous des 7 années d'épargne préconisées par les organismes financiers. Ainsi, comme vous pouvez le constater à l'écran, la ville conserve ses marges de manœuvre pour recouvrir à l'emprunt avec un endettement modéré et une solvabilité assurée. En ce qui concerne les engagements pluriannuels de la ville, fin 2022, les autorisations de programme, les AP à l'écran, et les restants engagés s'élèvent à 14 milliards. Et les autorisations d'engagement, à eux, restent à engager à hauteur de 42 millions. Pour rappel, ce sont des programmes et des autorisations d'engagement votés par le conseil municipal. Nous allons nous tourner vers la perspective 2023-2025. Afin de se projeter sur cette période, la ville a retenu les hypothèses suivantes. La reconduction des recettes de fonctionnement à l'identique, la stabilisation des charges de personnel, la baisse des dépenses de gestion avec maintien du service public, la rationalisation des subventions et l'investissement à un niveau soutenable de 5 milliards de francs pacifiques en moyenne. En ce qui concerne l'épargne, sans perspective à moyen terme concernant les variations potentielles du FIP et de la fiscalité en fonction de l'évolution des finances publiques calédoniennes, le scénario prudentiel de reconduire le niveau des recettes actuelles en 2023 à 2025 a été retenu, ainsi que de poursuivre les efforts de gestion sur la maîtrise des charges de personnel, l'optimisation des dépenses de gestion sans altération du service public et la rationalisation des subventions. Ces objectifs rassemblés permettront de stabiliser l'épargne à 15% sur cette période et de proposer un programme d'investissement soutenable financièrement avec un recours à l'emprunt sans dégradation de nos ratios financiers. C'est la partie en jaune sur le graphique que vous venez de voir. L'investissement 2023-2025, la ville propose un plan d'investissement volontariste, raisonnable et soutenable financièrement pour poursuivre l'amélioration du cadre de vie des Nouméens et pour maintenir la qualité du service public. Le besoin de financement s'établira sur cette période à 15 milliards de francs CFP. Avec le recours à un emprunt en moyenne de 4,5 millions de francs, ce qui porterait l'encours de la dette de la commune à 15 milliards de francs contre 14,2 milliards en 2022, le poids de la dette restera soutenable par la collectivité avec un taux d'endettement qui s'établirait à 77,6% fin 2025. Ce ratio est toujours convenable par rapport à un niveau d'endettement accepté par les établissements bancaires de 150%. Les marges de manœuvre seront conservées en matière d'emprunt. L'endettement maîtrisé et la capacité de désendettement se situera à 5,1 années, en dessous des normes bancaires de 7 années d'épargne. Grâce à ces efforts de gestion prudentielle, la bonne santé financière de la ville sera donc préservée. Concernant les orientations du budget 2023, comme indiqué précédemment, la ville proposera pour 2023 un plan d'investissement volontariste, raisonnable et soutenable financièrement pour poursuivre l'amélioration du cadre de vie des Nouméens et pour maintenir la qualité du service public, en se basant sur les grandes ambitions de la mandature. Les projets phares pour une ville plus sûre seront la livraison du nouvel hôtel de police
Le projet démarré en 2022 est estimé à 490 millions avec un soutien financier de la province sud. De nouveaux moyens d'intervention pour la police municipale et les pompiers sont prévus dans ce budget, ainsi que le renforcement de la brigade canine, en tout pour 21 millions au budget, avec aussi une participation de la province sud au financement. Nous allons proposer de poursuivre le déploiement du réseau de vidéoprotection, toujours avec un soutien de la province sud dans le financement, et lancer l'étude de réhabilitation complète du centre de secours Lucien Parent. L'éclairage public dans la vidéo et les secteurs de Ducos se poursuivra. En ce qui concerne l'ambition d'une ville harmonieuse et éco-responsable, nous proposerons la poursuite des chantiers suivants. La requalification de la route de Lens-Vata et le réaménagement de la promenade Roger-Larocque. 497 millions y seront consacrés en 2023 avec un financement partiel de l'État et de la province sud. La requalification et l'assainissement des rues Porcheron, Lescours, Guégan au quartier latin se poursuivra à hauteur de 900 millions, avec aussi un financement État et province sud. La réalisation des trottoirs le long du rue du 5 mai, Trianon et Centre-Ville et les réfections des chaussées verront 240 millions de notre budget consacré à cette opération. La transition de l'éclairage public et la technologie LED avoisinera les 300 millions au budget. Le busage des caniveaux de la rivière Salée et la requalification de l'avenue Victoire-Henri Lafleur sera aussi proposée. En ce qui concerne nos écoles, nous allons poursuivre la réalisation du confort thermique et l'installation des panneaux solaires. La dernière phase de la requalification de la route des Portes des Pointes sera enclenchée aussi sur le budget 2023. En termes de nouveaux projets, nous allons lancer le projet de la piste cyclable reliant le rond-point de l'eau vive au quartier latin. Ceci est un projet estimé à 700 millions avec un apport de l'État. Nous y consacrerons 60 millions en 2023. Le réaménagement de la place Birakem débutera aussi en 2023. Le projet sur plusieurs années est estimé à 100 millions. Et nous proposerons aussi la réfection du parc de jeux Georges Gerlin pour 65 millions. En ce qui concerne l'ambition Une mairie proche de ses habitants, l'opération phare qui sera reconduite sera le budget de la démocratie participative à hauteur de 80 millions, dont les actions identifiées sont l'amélioration de la place du marché à Caméré, la rénovation du parc de jeux Patrick Lecomte à Tina, le cheminement piéton terrain sportif plaine de Tindu, l'installation de modules de jeux sur la plaine de Tindu, la rénovation d'un terrain sportif à la cité Pierre-Lanquette. Nous entamerons aussi l'augmentation de la capacité des concessions funéraires au cimetière du 5e kilomètre et la livraison d'une grande salle de veille à l'ancien funérarium, pour un budget dépassant les 60 millions en tout. Un autre projet phare de la mairie proche de ses habitants est bien sûr le lancement du pôle jeunesse, destiné à accueillir des activités pour les 12 à 26 ans. Un projet sur plusieurs années estimé à 380 millions dont nous lancerons les premières études et travaux en 2023. Nous poursuivrons les animations au cœur des quartiers hors les murs via les villages d'animation de proximité et la diffusion culturelle, le cinéma et les spectacles hors les murs à Nouville, Normandie, Caméré et Sainte-Marie. Pour l'ambition d'une ville culturelle, la poursuite de la réhabilitation du bâtiment de la France australe sera engagée à hauteur de 168 millions en 2023. Pour rappel, ce projet est un projet estimé à 320 millions. L'aménagement d'un espace de loisirs et de mémoire sur l'ancien site de la polyclinique de Lens-Vata sera aussi lancé en 2023. Le projet global est estimé à 200 millions. Nous poursuivrons aussi le programme festif tel que le carnaval, le 14 juillet, l'anniversaire de la ville et les illuminations.
Les animations du centre-ville, telles que le vide-grenier le jeudi du centre-ville et le dimanche en mode doux, seront maintenues. Le programme de la médiation culturelle, lecture publique, maison de la parole, concours d'éloquence et résidence de création seront poursuivis. Les lives, bien sûr, au parc urbain de Sainte-Marie et les écrans géants seront aussi maintenus. Pour une ville culturelle, l'ambition d'une ville culturelle, nous programmerons aussi la valorisation du patrimoine via des collections muséales en ligne, l'application numérique Graal et des expositions à la maison Higginson. Enfin, le programme Music Lab à la Vallée du Tir, en lien avec le conservatoire, sera mis en œuvre. Pour l'ambition d'une ville sportive, la ville consacrera 277 millions au budget de 2023, principalement sur la poursuite des travaux du complexe sportif de la Jeune Seine, à hauteur de 112 millions, avec un financement de l'Agence nationale du sport et du fonds FIP. Les animations de Sport Action lanceront le label Terre des Jeux pour récompenser les plus fidèles participants à Sport Action dans un déplacement au JO de Paris en 2024. Nous lancerons aussi une étude pour la réhabilitation de la piscine Jacques Mouraine et nous poursuivrons les modernisations des installations sportives municipales. Sur l'ambition d'une mairie performante au service des administrés, nous poursuivrons en 2023 la dématérialisation de la chaîne comptable, le déploiement de la dématérialisation des actes et la mise en place d'une plateforme collaborative. Tous ces projets contribuent, comme nous l'avons indiqué auparavant, à la gestion de nos dépenses de fonctionnement et de gestion et un meilleur service à l'administré. Pour une mairie connectée, nous verrons la modernisation du Wi-Fi public, la poursuite des e-services et le paiement du stationnement en ligne à partir de 2023. Comme vous pouvez le constater, forte d'une situation financière saine grâce aux efforts de gestion engagés depuis la précédente mandature, la ville a su résister à la crise sanitaire avec une capacité d'épargne qui lui a permis d'assurer le remboursement de sa dette et de continuer à investir pour les Nouméens et pour la relance économique du pays. Cependant, la ville s'exposera en 2023 aux difficultés des finances publiques calédoniennes, aux effets de l'inflation et à la remontée des taux d'intérêt. C'est pourquoi elle continuera de s'attacher à une politique prudentielle en matière de gestion pour maintenir une capacité d'investissement soutenable à hauteur de 5 milliards de francs en moyenne par an, sans dégrader sa situation financière. Merci. Bien, je vous remercie, Monsieur Guyon, pour cet exposé. Donc, je vais maintenant ouvrir la discussion générale. Est-ce qu'il y a des observations? Qui veut intervenir sur cette présentation? Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. D'abord, je vais revenir sur le contexte économique et les finances de la ville. J'interviendrai sur les orientations budgétaires un peu plus tard. Donc, comme c'est indiqué dans la présentation qui est faite par notre collègue Guyon, le contexte économique qui aurait dû être meilleur ne l'est point. Conjoncturellement, la situation est encore plus difficile puisque on a une inflation record, prix des matières premières et des matériaux qui explosent, le nickel-atone, et d'autant plus qu'il faut ajouter à ça l'incertitude statutaire de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas pour rassurer les investisseurs en l'absence de visibilité, de lisibilité à moyen terme. Et si le contexte, bien sûr, est très difficile pour les entreprises, il l'est aussi pour les salariés qui craignent et pour leur salaire et pour leur emploi en particulier et pour leur pouvoir d'achat. Donc ce contexte est consécutivement difficile aussi pour les finances publiques. Par contre, vous ne faites pas état, contrairement à la Chambre territoriale des comptes, aux phénomènes spécifiques et endogènes de notre ville que constitue
la baisse importante de sa population et qui a aussi des conséquences directes sur ses finances. La CTC demande pourtant que soit intégrée dans la stratégie communale cette baisse de population et rien ne transpire sur le sujet dans les documents qui nous ont été présentés. Pourtant, il existe un lien direct et indirect entre les recettes communales et l'accroissement de la population, car, je cite, « dotations et taxes dépendent de la population, de la circulation automobile, du logement ou du niveau de l'activité économique et commerciale. Elles ne progressent qu'à condition que la commune parvienne à redresser son attractivité, l'activité économique et sa démographie. » Fin de citation. Alors j'ai déjà eu, moi, l'occasion, Madame le maire, d'intervenir depuis 3 ans, ou presque, sur ce sujet, mais sans succès. Et pourtant, il me paraît urgent de l'intégrer dans cette stratégie, parce que sinon, les finances publiques, bientôt, rencontreront aussi ces difficultés. D'autant plus que, dans votre note explicative de synthèse, apparaissent au niveau des recettes des produits exceptionnels, toujours plus hauts, toujours plus forts, de cessions d'immobilisation à hauteur de 962 millions, sans que nous ayons, nous d'ailleurs, conseillé aucun détail sur ce poste. Donc comme en 2020, en 2021, en 2022, la ville vend, et vend encore, mais jusqu'à quand cela sera-t-il possible? Telle est la question, peut-être jusqu'en 2026. Enfin, même si ce n'est pas le sujet direct, quid de certains budgets annexes qui sont en grande difficulté et qui vont devoir tous nous préoccuper très urgemment bientôt. Et bientôt, c'est demain. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, monsieur Cathy-Jaumonier. Merci, Madame le maire. Bon, je ne reviendrai pas sur les propos de mon collègue et sur les conclusions de la Cour des comptes. Ce qui nous intéresse, c'est les orientations budgétaires pour cette année. Quand on les met en perspective, c'est quand même assez inquiétant. On voit qu'entre 2016 et 2019, on était à un investissement moyen de 6 milliards, entre 2020 et 2022 de 4 milliards, ce qui fait presque 2 milliards par an de moins, à 1,8 milliard, soit 5,4 milliards d'investissement en moins ces 3 dernières années, et en même temps, l'encours de la dette augmente d'1 milliard. Et en plus, dans les perspectives, entre 2023 et 2025, on voit qu'en 2023, nous avons 6 milliards qui nous sont proposés en investissement pour 1 milliard supplémentaire d'emprunts. Et en même temps, une projection à 2025 où on diminue encore l'investissement à 4,5 milliards pour 2 milliards d'emprunts. Ce qui fait qu'en plus de vendre notre patrimoine municipal, on s'endette avec un taux d'augmentation de 15% du taux d'endettement entre 2020 et 2025. Donc c'est vrai que je suis vraiment inquiet et nous sommes vraiment inquiets de ces perspectives quant à l'endettement à moyen terme d'ici à la fin de la mandature. Cela étant, je regrette aussi qu'on n'ait pas eu plus de perspectives et de détails sur les investissements. On voit que la plupart des investissements, à part le remplacement de bus, donc c'est-à-dire de bouches d'égout pour 25 millions Rivière-Salée, il n'y a rien dans les quartiers au-dessus de la vallée des Colons, Magenta, 6e kilomètre. Donc c'est vraiment dommage que tout l'investissement, ou une grande partie, soit localisé toujours dans les mêmes quartiers. Donc voilà, je voulais partager mes inquiétudes avec les collègues. Et j'avais aussi une question qui n'apparaît pas dans la loi, dans le débat d'orientation budgétaire, mais qui me revient et qui nous revient, je pense aussi, chers collègues, à tous en ce moment. On a pu regretter l'accident qui a eu lieu dimanche et on nous questionne sur quelle est la stratégie de lutte anti-requins ou de protection contre les requins plutôt, et comment cela va s'inscrire dans les budgets qui nous seront présentés en fin de mois. Merci. Je crois que monsieur Blaise souhaitait la parole. Oui, parce que j'entends les critiques, mais enfin on nous dresse un tableau larmoyant des choses. Tout va mal,
Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de la mairie, il y a des choses qui ne dépendent pas de la mairie. Alors la baisse de la population, je crois que tout le monde est un peu au courant qu'il y a des flux migratoires au départ. Il y a beaucoup de gens qui étaient installés, des locataires dans Nouméa, qui partent. Enfin, je veux dire, on a vu les chiffres. Donc à un moment, cette situation, on l'a subie. Alors effectivement, la population, c'est un critère d'attribution du FIP. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il ait été révisé. Mais je crois qu'il faut juger la mairie sur ce qu'elle fait, ce qui dépend d'elle. Et la réalité, c'est que lorsqu'on a une mairie qui affiche un taux d'épargne de 17%, c'est un très beau résultat. Alors certes, dans la constitution de cette épargne, il y a des recettes exceptionnelles et il faut être extrêmement vigilant parce que la réalité, c'est que s'il n'y avait pas eu ces recettes exceptionnelles, la mairie aurait subi de plein fouet, comme la province l'a subi, la baisse de l'assiette de répartition. Je rappelle que le gouvernement n'a pas voulu utiliser le prêt de l'État pour garantir le maintien de l'assiette de répartition et que cela a des conséquences dramatiques sur les finances de nos collectivités. À la province sud, par exemple, c'est un trou d'air de 2 milliards, ce qui fait que le taux de dépenses de personnel qui était à 41% explose à 43%, parce que tout en maintenant la masse salariale, quand vous baissez les recettes réelles de fonctionnement, le taux se dégrade. Et Nouméa arrive quand même, grâce à ces actions, à maintenir un taux de 37,6%, qui est un taux extrêmement respectable. Donc ça doit nous engager à travailler sur ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de nous, c'est la maîtrise de la masse salariale, parce que c'est ça qui fait la santé d'une commune. Moi, ce que je constate, c'est que depuis des années et des années, la masse salariale, elle est contrôlée, elle est gérée, ce qui fait que la mairie arrive à dégager une capacité d'épargne, ce qui lui permet d'être l'un des principaux investisseurs publics. Les gros investisseurs publics, c'est qui? C'est la province, 12 milliards, et le gouvernement, il est tombé à 6 en réel. Donc la mairie a maintenu un taux d'investissement qui est important, même vis-à-vis du gouvernement, et qui est essentiel pour le maintien des entreprises de BTP et pour l'activité économique. Donc on peut voir le verre à moitié vide, en essayant d'attribuer à l'équipe municipale des choses qui ne dépendent pas d'elle, ou on peut voir les effets d'une bonne gestion. Et moi, je me félicite de la gestion, parce qu'on a là des ratios qui sont même bien maîtrisés, qui donnent à la mairie la capacité de continuer à porter un rythme d'investissement. Alors après, pourquoi ça baisse? Ça baisse parce qu'on ne va pas investir pour investir si on n'a pas des projets. Je veux dire, on ne va pas dépenser de l'argent comme ça, le jeter par les fenêtres. Donc moi, je crois que... je ne me reconnais pas du tout dans les propos complètement larmoyants, négatifs, ces choses-là, parce que je crois qu'il faut regarder le travail qui a été fait. Il y a quand même un sérieux, il y a une discipline. Et je partage les mises en garde que vous avez eues, Madame la maire. Il faut faire attention à ce que les gens soient conscients que lorsqu'on promet des augmentations de salaire, ces choses-là, ça va se répercuter sur les collectivités et que ce n'est pas forcément le meilleur moment aujourd'hui de le faire. Alors pour la comparaison, moi à la province sud, j'aimerais bien avoir un taux d'épargne de 17%, j'aimerais bien avoir un taux de masse salariale de 37,6%, malheureusement je ne les ai pas. Donc on peut être un peu jaloux de la commune de Nouméa. Mais on peut aussi comparer avec une autre commune. On peut aller regarder les chiffres de Dambéa, puisqu'ils ont eu leur débat d'orientation budgétaire. Alors Dambéa, eux, ils ont 11% de taux d'épargne, voilà, et ils sont à 40% de dépenses de personnel sur les recettes réelles de fonctionnement. Donc on ne peut pas dire que Nouméa est mal géré par rapport aux autres collectivités. Voilà, Madame le maire, ce que je voulais apporter pour équilibrer un peu le débat et éviter qu'on soit dans la sinistrose sans bonne raison. Mais l'opposition est toujours dans la sinistrose, Monsieur Blaise. Nous y avons vécu, donc on sait. Je voudrais juste répondre à l'inquiétude de Monsieur Bérard concernant les recettes exceptionnelles. Vous avancez le chiffre de 900 millions, c'est vrai. Mais tout a été voté au conseil municipal. Tout. Vous savez bien que la loi nous impose, on ne peut rien faire s'il n'y a pas un passage au conseil municipal. Et donc je voudrais rappeler que sur ces 900 millions, quand même, vous avez la vente du terrain de Sakamoto, 450 millions. Pour permettre à des jeunes Nouméens de pouvoir accéder à la propriété. Et que tout ça est arrivé très largement sur les bancs du conseil municipal, donc devez vous en rappeler.
que nous avons 110 millions, effectivement, qu'il faut rajouter à ces 450, donc on arrive très largement à 560, et qui est un échange de terrain que nous avons fait là en face. On a récupéré un morceau de terrain, et donc il y a eu un échange avec Soult, qu'il y a une quarantaine de millions qui nous ont été versés, ou 46 millions, il me semble, par le FSH, sur un terrain de Rivière-Salée, là encore, pour permettre l'accession à des jeunes ménages et pas moins d'une vingtaine de villas. Et puis après, ce sont des délaissés de terrain qu'on a vendus, etc., qui sont... Et peut-être qu'on a récupéré cette année, Dominique Vulland va peut-être me le dire, le paiement d'une des villas qu'on nous avions au Mancoffin, pour à peu près 75 millions. Et donc, vous savez qu'on nous avons vendu ces maisons parce qu'elles nous coûtaient cher et qu'on ne loge plus le personnel aujourd'hui. C'était des maisons qui étaient, pour lesquelles on logeait les secrétaires généraux, voire des maisons où on logeait des directeurs aussi, et qu'on a décidé de ne plus loger. Et donc ces maisons, effectivement, elles étaient vieillissantes, nous coûtaient cher, donc on les a vendues les trois, et tout ça s'est passé au conseil municipal. Donc on arrive à quelques dizaines de millions près, aux 900, qui vous interpellent. Voilà. Donc il n'y a pas d'opacité sur la vente de ces terrains, parce que tout passe par le conseil, et que chaque fois, les conseillers ont la totale maîtrise de tout ce qui se passe, et c'est le moment de s'exprimer pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais je ne vous ai pas entendu dire que vous n'étiez pas d'accord. Parce que ces projets, entre Sakamoto, Rivière-Salée, eh bien, ça va permettre de pouvoir enfin produire des maisons pour des jeunes qui vont avoisiner les 20-25 millions, ce qui reste tout à fait accessible pour beaucoup de jeunes Calédoniens qui n'ont aujourd'hui eh bien, pas toujours les moyens de pouvoir accéder à la propriété dans la ville. Et je viens conforter les propos de Philippe Blaise concernant les gens qui partiraient. Voilà. Donc ça n'est pas du ressort de la mairie et de la maîtrise, parce qu'on entend tous les politiques de tous bords d'ailleurs dire que l'exode de population n'est pas très bon. Et donc on doit se poser la question, mais je ne vais pas engager le débat sur la politique politicienne dans cette enceinte. Mais peut-être que le climat est un peu anxiogène et a poussé un certain nombre de gens à partir aussi. Voilà, je n'en dirai pas plus. Y a-t-il d'autres observations? Ben allez-y, monsieur Bérat. Madame, on peut vous répondre, parce que moi j'ai une autre intervention, mais je vais vous répondre quand même. Moi, le débat, il est sur le fait que ce sont des produits exceptionnels. C'est la fourmi qui peu à peu consomme ce qu'elle a mis de côté ou qu'elle a à sa disposition. Et quand on arrive à ces hauteurs-là et qu'on a pris, vous les ramenez dans les tableaux qui nous ont été présentés sur le futur, parce que ce serait qu'une année, ce serait comme on dit maintenant malheureusement en anglais, un one shot, mais c'est plusieurs années. Ça fait 3 ans que je suis là, 3 ans que on est obligé d'avoir des produits exceptionnels importants. Première remarque. Deuxième remarque. On ne va pas s'opposer à tout non plus, hein, Madame le maire. Moi, je suis tout seul. Donc, de vous à moi, ça change peu de choses. On sait très bien que vous nous présentez heureusement, vous nous présentez tous les projets. Bien qu'il faudra chiffrer un certain nombre de projets que vous prenez dans le cadre de vos délégations confèrent le rapport. Mais toujours est-il que moi, ce qui m'importe, c'est le milliard, là, les 912 millions cette année, on les prend sur des produits exceptionnels. Bon, si on en a besoin l'année prochaine, vous allez devoir prendre d'autres produits exceptionnels, etc., etc. Donc c'est ça, moi, l'inquiétude que j'aborde. C'est pas une sinistrose. Je me dis, à force de produits exceptionnels, comment on va équilibrer le tout? C'est juste ça. Mon constat, il est là. Mon inquiétude, elle est là. Deuxième remarque sur le développement économique. Une ville, ça se développe, on a une attractivité économique. Depuis quand on n'a pas fait un hyper ou un super sur notre commune? On a tant parlé d'un projet qui devait se faire à l'entrée de Ducos. Par contre, des projets, ils sont faits à Païta, ils sont faits à Dimbéa, et ils augmentent un certain nombre de structures. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont du client. Et parce qu'ils ont des gens qui consomment.
Nous, on a 4000 logements vides. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, 1 + 1 = 2. Et donc, de ce fait, on est dans des situations compliquées. Et ce que moi, je veux dire, c'est que j'essaye depuis 3 ans de vous dire, il faut qu'on travaille sur ça, c'est comment rendre actif. Oui, les jeunes ménages, c'est bien, mais ça ne suffira pas en termes de nombre. Il faut à ce moment-là augmenter en termes de population. Alors, quant au FIP, etc., j'ai lu qu'il y avait une sorte de double cliquet, etc. Mais moi, mon inquiétude, c'est les produits exceptionnels sont trop importants. Sinon, je ne suis pas sinistre. Non, il y a des choses qui se font. Je vais y revenir sur les orientations de l'année, mais il y a des choses qui se font. Bon, Monsieur Bérard, ne vous inquiétez pas. Parce que les pépites ou les diamants ou les bijoux de la reine ou je ne sais pas sont dans un coffre. Bien, je voudrais répondre avant qu'on sur le budget, allez-y, sur l'aspect budgétaire, allez-y, parce que c'est M. Catigeau-Monnier qui a posé une question sur les requins. Non, mais très rapidement, le but, c'est pas de faire un jeu de ping-pong avec Amélie Bérard, mais c'est de dire il n'y a rien qui se fait. J'ai un cousin qui aujourd'hui est médecin en métropole et qui est revenu pour les vacances. Il m'a dit j'étais impressionné par la façon dont Nouméa a changé. Il n'était pas revenu depuis quelques années. Il n'y a pas de commerce qui s'ouvre. Il y a les quais ferry, les halles de Magenta. Voilà, quoi. Ça bouge. Ah oui, ça bouge. Il faut quand même reconnaître. Bien, Monsieur Catigeau-Monnier, vous avez posé une question sur les requins. Alors, je crois que unanimement dans ce conseil municipal, tous, on a été, et nous sommes encore profondément attristés de ce qui s'est passé. C'est un drame pour cette jeune femme qui va garder des séquelles extrêmement importantes à vie. Et unanimement, je crois qu'on doit souhaiter beaucoup de courage à elle et à sa famille, parce qu'ils vont devoir affronter des épreuves terribles, au-delà du drame qui a pu se passer. Les séquelles sont là et elles sont importantes. Alors, ça s'est passé dans la bande des 300 mètres, c'est-à-dire dans la bande qui est de responsabilité de la commune de Nouméa. En sachant que le littoral maritime, enfin, il est à la province, mais nous en avons la gestion, puisque cette gestion nous a été confiée il y a bien des années déjà par la province sud. Alors on ne peut effectivement que regretter, d'autant plus que ça s'est passé à une centaine de mètres du bord. Et qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de requins qui ne se passent pas une semaine, voire 2 fois à 3 fois dans la semaine, sans qu'on ait des signalements, sans qu'on ait à déclencher des opérations avec de drones pour surveiller, avec nos pompiers qui systématiquement vont sur l'eau, avec les drapeaux rouges qui sont hissés, les drapeaux qui signalent qu'il y a des requins. Et donc, on fait ce qu'on doit faire et qu'on fait sortir les baigneurs de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus, sinon que ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il y a les pour et les contre. Et les pour et les contre, ce qu'on a fait, ils ne seront jamais d'accord. Il y a ceux qui sont d'accord pour qu'on fasse des prélèvements, ce qu'on a fait. Il y a 4 requins qui ont été prélevés, dont un bulldog qui faisait un peu plus de 2 mètres, et 3 qui étaient des tigres qui faisaient 4 mètres, voire un peu au-delà. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça fait. Un requin de 4 mètres. Donc on a fait ce qu'il fallait faire avec un pêcheur, on a fait ces prélèvements. Les analyses du premier qui a été pêché le lendemain sont toujours en laboratoire pour savoir si c'est celui-là qui a attaqué la victime. Donc on verra, on aura des analyses. Moi j'ai toujours maintenu ici
malgré la réticence de quelques-uns, et pas seulement que dans cet hémicycle d'ailleurs, parce que quand je vous disais qu'il y avait les pour et les contre, alors il y a les pour les prélèvements, il y a les contre pour les prélèvements, et puis vous avez les pour les filets, et puis vous avez les contre pour les filets. Alors à un moment donné, on fait quoi? On n'est pas à l'abri d'un accident, puisqu'on a des signalements permanents. On en avait encore un aujourd'hui, il y en avait un hier. Alors, pas dans la zone où il y a eu l'accident, mais en tout cas dans Baie de Sainte-Marie. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'on n'ait pas une alerte sur Magnin, sur la baie des Citrons, etc. Donc je crois qu'il est temps, aujourd'hui, parce que je dis que les Calédoniens ne sont quand même ni des monstres inhumains, insensibles, à vouloir continuer à dire qu'on ne doit rien toucher, ne doit rien faire. On ne doit pas prélever et on ne doit pas mettre de filet. Alors moi, il faut m'expliquer ce qu'il faut faire. Donc moi, je poursuis. On a eu un deuxième appel d'offres. Et donc, vous savez qu'il y a une négociation, en tout cas des éléments supplémentaires qui ont été demandés parce que ceux qui ont déposé des dossiers, eh bien, ça mérite d'être affiné encore sur les solutions qu'ils ont proposées. Mais moi, j'en démords pas. Et donc, on arrivera... Qu'on le veuille ou non, eh bien on mettra et on sécurisera, parce que moi, mon rôle de maire, c'est bien d'essayer de sécuriser. Et si je ne sécurise pas, alors je vais manquer ma responsabilité. Donc nous sommes partis et nous le ferons. Et peut-être même qu'il faudra le faire à Magnin. Quand je dis Magnin, c'est la plage du Château Royal. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un autre accident. Il en arrivera d'autres. Voilà. Alors soit on va prélever tous les jours, on fait le tour, dès qu'il y en a un, ben voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc je pense qu'il vaudrait mieux et qu'on soit tous d'accord pour au moins sécuriser d'abord la baie des Citrons puisqu'on s'est engagé, et voire de sécuriser aussi la Pointe-Magnin. Voilà ce que je peux vous dire. Et en tout cas, j'en terminerai franchement, je crois qu'on a un Nouméen qui a fait un acte de bravoure, qui a eu un courage inouï, parce que je ne sais pas si tout le monde aurait fait ça, d'aller récupérer cette femme avant qu'elle ne se fasse attaquer, parce qu'elle s'est quand même fait attaquer 3 fois, à des endroits différents. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui n'a plus de main droite, qui n'a plus que 2 doigts, et on ne sait pas s'ils vont tenir à la main gauche. Et dont on ne sait pas si elle va pouvoir récupérer une jambe. Voilà. Donc la situation est suffisamment dramatique pour que quand même on réfléchisse un petit peu à ce qu'on va faire et qu'on essaie de sécuriser au maximum. Parce qu'on est à l'abri de rien. Et donc ce monsieur, Frédéric Tanière, eh bien, il a fait ce qu'il fallait faire en hissant cette pauvre femme sur son paddle et en essayant de la ramener à terre, ce qu'il a fait pour la sauver, parce que sinon il ne resterait peut-être plus rien à l'heure où on se parle aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est toute une famille qui aujourd'hui voilà, a avoir besoin d'extrêmement de courage. Donc moi je pense que nous allons faire en sorte de remettre une médaille de bravoure, la médaille de la ville à M. Tanière, parce que franchement, il le mérite, parce que voilà, il fallait faire, et c'est pas permis à tout le monde de faire ça. Voilà, il n'a pas réfléchi, il dit qu'il n'a pas réfléchi, mais en tout cas il l'a fait, et bravo. Voilà. Bien, revenons-en au budget. Y a-t-il d'autres observations sur ce débat d'orientation budgétaire? Monsieur Bérard. Oui, là, c'est, comme on dit chez moi, l'enchaînement n'est pas toujours simple. Mais moi, je voulais revenir sur un certain nombre de priorités. Il y avait les requins, mais il y avait une priorité. Parce que notre collègue Guyon nous a présenté donc, un PowerPoint un tout petit peu différent de la note, puisque dans la note, on ne présentait que 6 des 8 ambitions de la ville sur les orientations 2023. Donc j'avais une première question, c'était qu'étaient devenus les 2 autres, mais a priori j'ai ma réponse au travers de la présentation sur la ville connectée et la mairie performante. J'ai une question générique.
à savoir qu'il y a une proposition toujours, alors vous allez croire que j'ai une nouvelle Bible, mais il y a une proposition concrète qui est dans le rapport de la Chambre territoriale qui dit pourquoi pas créer une 9e ambition sur une administration performante. Donc, quid de cette proposition, ça peut vous convenir, vous sied, pas vous sied. Alors sur celle que vous avez présentée, donc sur la ville plus sûre, donc je reste définitivement défavorable, mais ça vous le savez Madame le maire, au projet de l'hôtel de police, mais on fera avec maintenant qu'il est fait. Sur le risque requin, j'y reviendrai pas, mais je suis d'accord avec vous, ça transcende les mouvements politiques. On a dans un même politique des gens qui sont exactement comme vous le disiez, il y en a qui sont les pour, les contre. C'est très compliqué même en interne. Par contre, vous avez lancé un plan d'action en 2019. C'est peut-être l'occasion que c'est une proposition que le Conseil discute de ce plan, puisque c'est une sorte de plan stratégique pluriannuel. Donc, ce sera peut-être l'occasion pour nous de discuter là-dessus, puisque le projet qui est proposé en priorité, c'est le projet dont on avait parlé l'année dernière, et à titre personnel, j'y étais favorable. Là, pour le coup, je l'ai voté. Par contre, rien sur les fiches opérationnelles du contrat local de sécurité et de prévention de l'indélinquance, au nombre de 10, pour un contrat qui a été signé le 18 mai 2021 pour la période 2021-2025. Quid de toutes ces fiches? C'est donc pas prioritaire, a priori. Alors sur la ville harmonieuse et éco-responsable. Alors après, la lecture attentive des opérations proposées. Donc elles vont concerner, listons-les, la route de Lanzevata, la promenade Roger-Larocque, la route du Port des Pointes, le Trianon, les rues Porcheron, Lescourt, Guégan, le rond-point de l'Eau-Vive jusqu'à la rue Fédherbe, l'avenue Henri Lafleur, la place Birakeim, le parc de jeux Georges Guerlain. Tout ça, c'est quartier sud, centre-ville. Pour les quartiers nord, est et ouest, il y a quand même quelques petites choses. Il y a les buses de Rivière-Salée, il y a une partie du programme annuel de réfection des chaussées, il y a une partie de l'éclairage en LED, et il y a une partie de l'amélioration du confort thermique des salles de classe. C'est tout. Donc en conclusion, je trouve qu'on n'a toujours pas de signal fort sur le cadre de vie pour ce qui est des quartiers autres que les quartiers que je viens de citer. C'est un immense regret pour moi. J'espère bien qu'on aura quelque chose d'ici la fin de la mandature, puisque nous fêtons nos 3 ans. Sur la thématique Ville pour tous, alors pour moi c'est un parent pauvre, parce qu'on ne peut pas limiter le Ville pour tous à ce que nous avons dans la note. Alors j'ai vu qu'il y avait plus de choses dans la présentation, mais dans la note, on avait juste les salles de classe. Donc j'estime, moi, là aussi, que c'est l'occasion et c'est la thématique ou l'ambition où c'était possible de favoriser l'humain plutôt que l'urbain. Alors sur la ville culturelle, je vais répéter ici ce que j'ai déjà dit. Je suis favorable à ce qui est le bâtiment de la France australe et sur la conservation d'une partie du patrimoine architectural de l'ancienne polyclinique. Et je tiens à saluer au moins ces opérations. Et sur la ville pour tous, c'est une mairie proche de ses habitants. En clair, c'est l'existant qui est conservé. Alors j'attends quand même ce qui sera fait avec la maison de la jeunesse, mais comme on est qu'au début du projet, on aura bien l'occasion d'en reparler. Donc pour conclure, comme l'année dernière, Madame le maire, vous avez encore quelques jours. Il vous reste quelques jours, puisque nous verrons le 23 février, pour peut-être infléchir quelques-unes de ces orientations. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et c'est pour ça que je fais toutes ces remarques. Merci, Madame le maire. Bien, y a-t-il d'autres observations? Monsieur Boilemois. Oui, merci bien, Madame le maire. Sans revenir sur ce qui a été dit par mon collègue, et je me pose la question aujourd'hui si effectivement on n'était pas sur la même liste, parce qu'on parle du quartier nord notamment. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est ce que j'ai dit l'année dernière à l'ancien débat d'orientation budgétaire. Je veux dire, pratiquement les investissements sont faits en grande majorité sur les quartiers sud. Et pour répondre à mon collègue M. Blaise, effectivement, les chiffres ils sont très intéressants. La gestion de la ville est très intéressante. Après, moi, j'ai envie de me placer sur le réalisme des gens qui vivent dans les quartiers nord, où finalement, c'est certes très intéressant quand on regarde le comptable ou administrativement, mais la réalité des gens n'a guère évolué. L'environnement des gens n'a guère évolué. J'avais parlé de résilience dans les quartiers, et effectivement, c'est cette capacité-là dont je tiens à féliciter, notamment nos administrés vivant dans les quartiers nord, c'est cette capacité de résilience à pouvoir faire face aux enjeux, notamment quand on parle de l'environnement, notamment quand on parle aussi
de tout l'aspect social, en matière de parc de jeu, en différentes choses, en matière de démocratie participative, économique. À tous ces sujets-là, il y a beaucoup de choses encore à faire dans les quartiers nord. Je n'exclus pas le fait que des petites choses ont été faites, mais on est encore assez... on n'est pas assez rigoureux, j'ai envie de dire, sur le fait que les quartiers et les gens qui vivent dans les quartiers nord ont certains besoins et qu'il est peut-être aujourd'hui important aussi d'investir notamment sur cette partie-là. Je n'exclus pas, bien sûr, tout ce qu'il y a à faire dans le sud, mais notamment quand on parle de filets de requin à la baie de Citron, aujourd'hui, ça devient illogique et pas cohérent. Quand on regarde que les requins, on le disait la dernière fois, ils ne vont pas venir simplement dans la baie des Citrons. J'ai envie de dire que, et comme on l'a dit la dernière fois également, c'est chez eux, c'est dans leur monde. Donc, bien sûr qu'il y aura d'autres accidents. Bien sûr qu'on sera confronté à d'autres événements de ce genre-là. Mais bien sûr, ça repose sur l'état et la mentalité des hommes qui vivent autour. Donc voilà, c'est un peu de cette manière-là que j'ai envie de cette approche. On fera le vote par la suite. Mais pour nous, l'orientation du budget reste encore très, très lent à aller vers les quartiers nord. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Donc je vous propose de prendre la délibération qui vise simplement à acter qu'un débat a eu lieu au sein du conseil municipal sur la base du rapport transmis. Donc l'article 1er, le conseil municipal prend acte du fait que les orientations budgétaires pour l'exercice 2023 ont bien été exposées et qu'elles ont fait l'objet d'un débat en séance publique du conseil municipal sur la base du rapport 6 juin. L'article 2 étant l'article de recours et l'article 3, l'article d'exécution. Bien, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu le 23 février pour le budget à 18h. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une belle soirée.